Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, on va parler de nouveau de bourse, de stratégie passive avec une gestion passive. Et je vais essayer de te présenter la meilleure approche selon moi pour les débutants, en tout cas ceux qui n'ont pas forcément envie de se prendre non plus trop la tête sur la gestion de leur portefeuille, tout en ayant un équilibre entre le risque et le rendement, à la fois avoir un portefeuille qui va être performant, mais en plus de ça, avoir un risque qui soit le plus maîtrisé ou le plus faible possible. Et c'est vrai que pour allier tous ces caractères-là et tous ces critères-là, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Donc je vais essayer dans cette vidéo de te présenter une approche. Il en existe énormément pour investir sur le long terme, on va dire, en bourse. Mais je vais t'en présenter une qui, selon moi, est quand même intéressante puisqu'elle permet quand même d'une certaine manière de cocher tout un tas de cases qu'on pourrait avoir en tête, en tout cas quand on souhaite investir sur le long terme. Si tu regardes autour de toi, l'écrasante majorité des gens ne souhaitent pas gérer leur portefeuille puisqu'ils pensent tout simplement que les professionnels, les banquiers, etc. sont les personnes les plus à même de gérer leur argent juste parce qu'ils ont un joli costard, une jolie cravate et puis puisqu'ils travaillent soit dans des fonds de gestion ou dans des grandes banques, ils sont théoriquement censés être meilleurs que nous pour la gestion de l'argent et pour le fait de faire fructifier tout simplement notre capital. Sauf que quand on regarde les chiffres, c'est absolument pas le cas. L'écrasante majorité des investisseurs professionnels, que ce soit au niveau des banques ou des fonds de gestion, ne sont pas capables de battre le marché et ont même des résultats bien plus faibles que le marché, avec des frais souvent qui sont bien plus élevés que la moyenne. Donc il faut quand même se méfier et aujourd'hui, en se formant un petit peu et en regardant déjà le contenu que je présente sur YouTube, tu te rendras compte qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr ou d'avoir fait un bac+10 en finance pour commencer à reprendre vraiment possession de son propre argent et d'avoir, on va dire, les bons réflexes pour de l'investissement sur le long terme. Donc c'est ce que je t'ai mis à l'écran, je t'ai mis que l'écrasante majorité des professionnels et des gestionnaires de fonds ne sont pas capables aujourd'hui de battre le marché. Il y a plusieurs points qui peuvent expliquer cela. Premièrement, les frais et les taxes, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer notre portefeuille en tant que particulier de la même manière que lorsqu'on va gérer un portefeuille avec des centaines ou des milliers de clients différents. Forcément, il va y avoir des frais et des taxes que ces gestionnaires de fonds, que ces professionnels devront payer, alors que nous, en tant que particuliers, on ne sera pas sujet justement à ces problématiques-là. Il y a tout un tas de réglementations aussi différentes. On ne va pas gérer 50 000 euros comme on va être amené à gérer plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de milliards d'euros pour les plus gros fonds de gestion. La plupart d'entre eux en plus font de la gestion active et tu le sais que la grosse différence qu'on a entre la gestion active et la gestion passive, la gestion active c'est qu'on va essayer de battre le marché en essayant de trouver les meilleurs secteurs d'activité, de faire aussi ce qu'on appelle du stock picking, donc de sélectionner une à une les différentes entreprises, on va analyser le bilan, le compte de résultats, etc. etc. Et ce qu'on se rend compte en fait avec toutes les études qui ont été faites, notamment l'étude Spiva que je te mettrai dans la description de la vidéo, c'est que l'écrasante majorité des gestionnaires professionnels justement ne sont absolument pas capables de faire mieux que le marché à cause la plupart du temps de toutes les problématiques que je t'ai mis à l'écran, mais surtout aussi à cause de cette gestion active. Alors il y avait Ray Dalio sur une des interviews que j'avais regardées dernièrement qui expliquait justement les problématiques de la gestion active par rapport à la gestion passive et notamment par rapport à un critère que j'avais pas assimilé au départ ou du moins que j'avais pas vu de cette manière-là et qui était en fait que lorsqu'on est particulier ou lorsqu'on dépose notre argent auprès d'un fonds, auprès d'un gestionnaire de fonds, et surtout quelquefois quand on a des frais d'entrée qui sont importants, avec des frais de gestion qui sont importants, quand on est particulier ou quand on n'est pas trop, on va dire, formé à la gestion de portefeuille, à l'investissement de manière générale, on ne supporte pas qu'on paye des frais ou qu'on ait des montants importants à verser, alors que le gestionnaire de fonds, typiquement, peut être amené sur des périodes plus ou moins longues à ne rien faire avec notre argent. Tu le sais, si tu t'es formé à l'investissement, que ce soit en bourse, en crypto-monnaie, etc., quelquefois il y a des conformations de marché qui font que c'était clairement pas le meilleur moment pour pouvoir investir. Et des fois, la meilleure chose à faire, tout simplement, c'est de rien faire. Sauf que quand on est gestionnaire de fonds, en fait, derrière, il y a des personnes qui payent des frais et certains ne supportent absolument pas de payer des frais qui sont importants pour voir leur argent tout simplement qui ne fait absolument rien. Donc, ils vont, la plupart du temps, ces gestionnaires de fonds vont faire en sorte de complexifier leur approche, complexifier leur méthodologie, leur stratégie pour faire à chaque fois des transactions, pour montrer qu'il y a une véritable gestion active des fonds, de montrer que c'est quelque chose de compliqué et que le particulier, en l'occurrence, ne sera pas capable de le faire tout seul. Donc oui, ils vont prendre des frais importants, mais ils vont justifier ça avec l'ensemble des transactions, avec les études qu'ils vont faire, etc., etc.
Sauf que comme je te l'ai dit un petit peu plus tôt, on se rend compte, il y a plein d'études qui le démontrent, que l'écrasante majorité des professionnels et des gestionnaires de fonds ne sont absolument pas capables de battre le marché. Donc pour un particulier, la meilleure approche à avoir, c'est de ne pas essayer de battre le marché, mais plutôt d'avoir une approche d'investissement éventuellement dans des indices en utilisant notamment des ETF qu'on appelle des Exchange Traded Funds. Donc c'est tout simplement un instrument financier qui va te permettre de répliquer les performances de certains indices. Alors ça peut être le S&P 500, hein. Le S&P 500, tu le sais, c'est un indice qui représente les performances des 500 plus grandes entreprises américaines, Amazon, Google, Facebook, Tesla, etc., etc. Et donc au lieu d'investir et de faire du stock picking, d'analyser fondamentalement les entreprises, etc., en fait tout de suite on a un panier d'entreprises. En plus, il y a plein d'ETF différents, hein. Tu peux investir dans les actions, dans les obligations, tu peux investir sur les métaux précieux, tu peux investir sur tout un tas de choses. Il y a une diversité aujourd'hui dans les ETF qui est juste énorme. Et en fait, en plus de ça, tu vas avoir des frais qui sont nettement plus faibles, avec une gestion qui est extrêmement passive. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi en fait on serait amené à utiliser des personnes pour avoir des performances qui sont nettement plus faibles, avec des frais qui sont beaucoup plus importants, alors qu'on pourrait faire bien mieux en étant beaucoup plus diversifié, en prenant moins de risques et en ayant des frais nettement plus faibles, tu vois. Et c'est justement l'approche que j'essaye de t'évoquer, que je t'ai présenté des dizaines et des dizaines de fois sur cette chaîne YouTube. D'ailleurs, tout le contenu, si tu t'intéresses à tout ce qui est lié aux ETF, tu pourras retrouver ce contenu-là dans la playlist bourse sur ma chaîne YouTube. Donc vraiment, n'hésite pas à aller y jeter un coup d'œil. Donc c'est exactement ce que je t'ai mis à l'écran, hein. Pour un investisseur particulier, la méthode la plus simple reste de s'orienter vers de la gestion passive comme celle des ETF ou les trackers aussi en anglais, hein, c'est la même chose. Choisir individuellement les entreprises une à une, c'est quand même très compliqué. Il y a des personnes pour qui ça a été vraiment leur profession et qui se sont orientés vers cette méthode-là en faisant du stock picking et pour qui ça a très très bien fonctionné. C'est le cas notamment de Peter Lynch, de Paul Tudor Jones, également aussi de Warren Buffett, etc. Mais c'est pas parce que ces personnes-là ont réussi à obtenir des résultats impressionnants sur plusieurs années que nous, en tant que particuliers, c'est ce qu'on doit rechercher. Je pense qu'aussi, il y a une preuve importante de modestie à avoir et de prendre du recul sur les événements. On n'est pas des Warren Buffett, on n'est pas des Paul Tudor Jones, on n'est pas des Bill Miller, on n'est pas des Peter Lynch. Donc derrière, il faut prendre conscience aussi de notre capacité à pouvoir analyser l'économie, de pouvoir analyser le bilan, le compte de résultats des entreprises et puis pour avoir aussi un historique de réussite. Ces personnes-là ont réussi à battre le marché sur des dizaines et des dizaines d'années, la plupart du temps, même si toi tu arrives à battre le marché sur une année ou 2 années, si tu regardes sur 10, 20, 30, 40 ans, il y a très peu de chances que tu arrives à le faire, même il y a pas de chance du tout que tu arrives à le faire de la même manière que ce qu'a réussi à faire Paul Tudor Jones, Warren Buffett et tous les exemples que je t'ai expliqués précédemment. Donc au départ, si tu veux investir sur le long terme, oriente-toi plutôt auprès d'une stratégie d'ETF. L'objectif ne sera pas de battre le marché, mais d'être tout simplement le marché. Et tu verras que tu arriveras à allier à la fois la gestion passive, les frais relativement bas, une diversification importante et puis une performance également aussi intéressante puisque si tu te rappelles de ce que je t'ai évoqué précédemment, l'écrasante majorité des professionnels aujourd'hui, si on parle pas de Warren Buffett, de Peter Lynch, etc., l'écrasante majorité des professionnels de toute façon feront moins que le marché. Parmi l'ensemble des approches et des stratégies qui existent pour investir sur les ETF, il y en a une particulièrement qui reste très intéressante en termes de résultats et je vais te donner pas mal de chiffres par la suite, c'est notamment la stratégie Momentum et que je t'invite véritablement à étudier et à analyser parce que tu vas voir qu'il y a vraiment des choses très intéressantes qu'on serait capable de faire. La stratégie Momentum, elle implique d'acheter des actions qui ont le mieux performé récemment et d'éviter celles qui auront tout simplement sous-performé. Ce facteur part du constat que ce qui est fort reste fort dans un futur proche et inversement, ce qui est faible va rester faible. Ainsi, ce qui a le mieux performé dans un passé proche a toutes ses chances de bien performer dans un futur proche. Il y a plein d'études aujourd'hui qui ont analysé ce facteur momentum et du coup on va analyser sur une période spécifique les résultats d'actions, d'obligations, peu importe. On peut ajouter ce facteur momentum à tout un tas de classes d'actifs différentes, mais notamment sur le marché action ça fonctionne très très bien. Donc en fait on va regarder les performances des actions qui auront le mieux performé sur les 6 mois à un an précédents. On va sélectionner les meilleures entreprises, en tout cas celles qui auront le mieux performé, et on va faire en sorte d'avoir une allocation d'actifs qui va être privilégiée, si tu veux, sur ces actions-là, et on va diminuer notre allocation d'actifs sur les actions qui auront sous-performé sur ces mêmes laps de temps.
Le facteur momentum, du coup, part du principe, et il y a plein d'études qui le démontrent, que lorsqu'une action va bien performer, va surperformer les performances du marché sur une période relativement courte, entre 6 mois et 1 an, aura beaucoup plus tendance en termes de probabilité, de statistiques, d'avoir des performances plus élevées que la moyenne sur un futur proche, qu'une action qui va avoir justement des performances moins élevées que la moyenne entre 6 mois et 1 an. Elle va avoir beaucoup plus tendance à avoir des performances qui vont être plus faibles dans un futur proche. Donc on va pas s'amuser à le faire si tu veux de manière active. C'est-à-dire quand tu fais du stock picking, si tu veux ajouter un effet momentum, c'est quand même compliqué de le faire manuellement. C'est-à-dire de se dire tiens, cette entreprise-là, ok, elle a bien performé, donc je vais faire en sorte de diminuer mon allocation d'actifs sur les autres entreprises pour privilégier celle-là, etc. Non, on va pas s'amuser à faire ça. Il y a des ETF aujourd'hui qui le font automatiquement, et l'objectif c'est d'avoir une gestion qui soit la plus passive possible, mais d'essayer quand même d'avoir des performances plus élevées. Alors on peut s'amuser à aller juste sur un ETF MSCI World et d'investir dans l'économie mondiale de manière générale, mais on va voir qu'en ajoutant notamment certains critères smart beta qu'on appelle, notamment celui momentum, on peut avoir des performances quand même plus intéressantes sans pour autant prendre des risques qui sont démesurément plus élevés que la moyenne. Donc au-delà d'un an, c'est ce que je t'ai dit, il est démontré que l'effet momentum peut être néfaste à cause du phénomène du retour vers la moyenne, mais sur des courtes périodes, entre 6 mois et 1 an, le momentum reste quand même très efficace. Là, pour te donner un exemple, j'ai pris le cas du MSCI Europe Momentum Index, je te mettrai le lien dans la description de la vidéo si jamais tu veux aller y jeter un coup d'œil. Et si on regarde le comparatif de performance entre deux indices connus comme le MSCI Europe et le MSCI Europe Momentum qu'on est en train d'analyser, donc le MSCI Europe Momentum, c'est la courbe en bleu et la courbe en jaune, c'est le MSCI Europe. On voit qu'au départ, il n'y a pas de gros différentiel de performance. Par contre, plus on avance sur la durée, plus on a un écart important qui est en train de se creuser, avec justement un effet très positif en termes de performance, avec l'effet momentum pour le MSCI Europe. On voit que là, tu vois, la courbe, en tout cas sur les 2-3 dernières années, c'est vraiment écarté entre la courbe en bleu et justement la courbe en jaune. Donc l'effet momentum, ça a permis d'avoir des performances plus élevées qu'un indice classique type MSCI Europe. Par contre, il faut bien comprendre qu'il y a toujours un équilibre à avoir entre le risque et le rendement. Là, on a ajouté l'effet momentum, donc on a limiter la diversification. On a une diversification qui est plus faible avec une volatilité qui est plus élevée. Donc on a théoriquement un risque plus important, mais on a au final des performances plus élevées. Donc là, si on regarde un petit peu plus bas, on se rend compte que sur le MSCI Europe, on avait 426 titres, alors que là, pour le MSCI Europe Momentum, là, on en a pour le coup 124. On voit la répartition en termes d'entreprise. La plupart du temps, que ce soit au niveau des indices ou des ETF, on est plutôt sur une répartition par capitalisation. Il existe aussi d'autres répartitions. On peut avoir des répartitions notamment par rapport au facteur value, par rapport au facteur de dividende, etc. etc. C'est tous les critères Smart Beta que j'ai évoqués à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Tu vas retrouver ici la répartition sectorielle, la répartition géographique aussi. Mais voilà, en tout cas, c'est quand même important d'avoir en tête à chaque fois qu'on n'est pas obligé de prendre des risques démesurés comme on pourrait être capable de faire en faisant éventuellement du stock picking. Là, on garde quand même une certaine diversification. Oui, une diversification plus faible que si on prenait juste le MSCI Europe dans cet exemple. Mais néanmoins, tu vois, on arrive quand même à avoir 124 titres différents dans cet ETF, avec un historique relativement long, une gestion qui soit la plus passive possible, et puis en plus de ça, avec des frais qui sont nettement moins élevés que ceux qu'on serait capable d'avoir si jamais on souhaitait rejoindre un gestionnaire de fonds ou une banque particulière. Si on s'amuse à jeter un coup d'œil un petit peu sur ce qui s'est passé en 2020, notamment avec la crise sanitaire, en 2020, la stratégie qui a le mieux performé parmi l'ensemble des critères Smart Beta, c'est justement celle Momentum. Tu vois que la courbe momentum, c'est le critère qui est le plus à gauche. Ensuite, on a le facteur qualité, on a le MSCI World qui est l'un des indices les plus connus si jamais on souhaite investir sur le long terme en utilisant notamment des ETF. Il y a eu le facteur taille, le facteur volatilité minimum, et puis après ceux qui avaient le moins performé sur ces périodes, c'est ceux qui sélectionnaient les entreprises en fonction de leurs dividendes et le critère value. Si je devais te donner les définitions, notamment sur le facteur qualité, value, etc., c'est ce que je t'ai mis à l'écran. Donc le facteur qualité, ça va plutôt caractériser la qualité des fondamentaux de l'entreprise. On va sélectionner des boîtes par rapport à leur profitabilité, la croissance, la santé financière, etc. Mais on ne va pas nous les analyser une par une. C'est-à-dire que c'est l'algorithme, le fonds qui derrière va gérer cet ETF qui va le faire de manière automatique. Et nous, en investissant sur un ETF, on reste vraiment sur une gestion passive. Pareil pour le critère value, sauf que là, on va cibler plutôt les titres qui vont être décotés en bourse.
en espérant qu'on va avoir une réévaluation qui va se produire à moyen terme. Le critère va analyser la cherté de l'action suivant les différents ratios de valorisation, comme le PER, qui s'appelle le Price Earning Ratio, que j'ai déjà évoqué à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube. Ensuite, tu as le critère de la volatilité, qui est caractérisé en considérant notamment l'écart type ou le ratio de Sharpe. Et enfin, tu vas avoir le facteur taille, qui va quantifier la capitalisation de l'entreprise. Tu sais qu'on peut quantifier les entreprises en fonction de leur capitalisation boursière. On va mettre par exemple les petites boîtes dans les small cap, les mid cap ou les grosses capitalisations. Notamment si tu investis sur le S&P 500, là tu vas te retrouver avec les grosses capitalisations américaines, les 500 plus grandes entreprises américaines comme Amazon, Google, Facebook, Apple, etc., etc. En parlant du facteur momentum, il y a une étude qui a été faite sur plus de 40 ans, et je te mettrai le lien dans la description de la vidéo, qui a permis d'analyser comparativement les performances du MSCI World Index, donc de l'index MSCI World qui est très connu aujourd'hui, qui est très largement utilisé, mais qui a comparé les performances du MSCI World Index avec le MSCI World classique, ajouté si tu veux avec un des critères Smart Beta que je t'ai évoqué précédemment. Donc on a pris les performances du MSCI World classique et puis on a comparé ces performances-là avec ce même MSCI World, mais en y ajoutant un des critères Smart Beta, alors le critère momentum, le critère faible volatilité, qualité, etc. etc. Et ce qu'on remarque, cette étude elle a été faite entre 1975 et 2011-2012, et ce qu'on remarque c'est que le critère qui a été le plus performant, c'est la courbe en verte, et c'est le critère momentum. Alors de manière générale, le critère qui sélectionnait des entreprises par rapport à leur fort taux de dividendes aussi a très bien performé, tout comme celui qui avait une faible volatilité. C'est entre 2007 et 2011, c'est des critères qui avaient très bien performé. Dommage que cette étude se soit arrêtée à ce moment-là, et s'il y a des études plus récentes, en tout cas, j'en ai pas trouvé qui avaient été effectuées sur des périodes aussi longues que celles que je te présente à l'écran. Néanmoins, on se rend compte que le facteur momentum, c'était vraiment quelque chose de très significatif et qui permettait d'avoir des performances, on va dire, plus élevées que la moyenne. Et ce qui est intéressant aussi quand tu regardes cette étude, c'est qu'ils ont pris exactement les mêmes paramètres que je t'ai évoqués précédemment. Ils ont comparé l'index MSCI World avec justement le MSCI World avec couplé on va dire avec un des critères Smart Beta, alors le critère momentum, le critère qualité, le critère faible volatilité, etc., etc. Et là ce qu'ils remarquent, c'est que ils ont calculé le pourcentage de probabilité et de chance en sélectionnant le facteur momentum, combien de probabilité et combien de chances on a en termes si tu veux de pourcentage de faire mieux que l'indice sous-jacent, c'est-à-dire que le MSCI World classique. C'est-à-dire que là, si je prends un MSCI World Momentum, au bout d'un an, j'ai 66% de chance de faire mieux que le MSCI World classique, que l'indice MSCI World classique. Au bout de 3 ans, j'ai 77% de chance avec le critère Momentum de faire mieux que le MSCI World classique. Au bout de 5 ans, c'est 91% de chance. Au bout de 10 ans, c'est 99% de chance. Et au-delà de 15 ans, c'est 100% de chance. C'est-à-dire que là, ce que ça te propose et ce que ça te représente, c'est que avec le facteur momentum, si tu décides d'investir sur des durées plus longues, en général c'est ce qu'on est quand même censé faire, d'investir sur des durées entre 10, 15, 20, 30 ans pour lisser la volatilité et puis vraiment pouvoir mettre en place les intérêts composés. Et ce qu'on se rend compte, c'est que justement quand on utilise notamment le facteur momentum, si on a une durée plus longue, par exemple la supérieure à 15 ans, on a 100% de chance, là dans l'étude qui avait été effectuée et sur le laps de temps sur lequel l'étude a effectué justement ses analyses et ses recherches, on a 100% de chance de faire mieux avec un MSCI World Momentum qu'avec le MSCI World classique, tu vois. Donc ça c'est quand même quelque chose de très intéressant. Il y a un autre point aussi important à comprendre, c'est que là, ils ont effectué la même étude, par contre, ils ont regardé la volatilité. C'est-à-dire qu'ils ont comparé la probabilité ou la chance qu'on pouvait avoir en investissant sur un ETF, par exemple MSCI World, avec l'un des critères Smart Beta, par rapport au MSCI World classique. Ce que ça veut dire, c'est que là, si je prends la première ligne pour le cas Momentum, au bout de 1 an, si je prends un ETF MSCI World Momentum, j'ai 32% de chance d'avoir une volatilité qui va être plus faible que le MSCI World classique. Au bout de 3 ans, avec le facteur Smart Beta Momentum, j'ai 32% de chance d'avoir une volatilité qui va être plus faible que le MSCI World classique. Au bout de 10 ans, c'est 11%. Au bout de 15 ans, c'est 0%. Donc ce que ça veut dire, c'est que si j'investis sur une durée supérieure à 15 ans sur cette période-là d'études qui avait été effectuée,
en choisissant le facteur momentum, j'aurais eu 100% de chance de faire mieux en termes de performance que le MSCI World classique. Par contre, le corollaire de ça et la problématique de ça, entre guillemets si on peut appeler ça une problématique, c'est qu'il faut que j'accepte d'avoir une volatilité plus importante. Parce qu'au-delà de 15 ans, j'ai 0% de chance avec le critère momentum d'avoir une volatilité qui va être plus faible que le MSCI World classique. Donc tu vois, c'est toujours pareil, il y a toujours un équilibre entre le risque et le rendement. L'objectif, c'est d'avoir des performances qui soient les plus élevées possibles avec un risque qui soit le plus faible possible, mais en général ça va de pair. Là pour le cas de l'exemple que je t'ai montré à l'écran et dans le cas de cette étude, on peut oui en effet faire mieux en termes de performance au-delà de 15 ans que le MSCI World classique, en tout cas historiquement parlant c'est ce que cette étude a démontré. Au-delà de 15 ans on avait 100% de chance avec un MSCI World Momentum de faire mieux que le MSCI World classique. Par contre au-delà de 15 ans on avait 0% de chance d'avoir une volatilité qui était plus faible avec le MSCI World Momentum que le MSCI World classique. Donc là, oui, on est capable de faire mieux en termes de performance. Par contre, il faut accepter d'avoir une volatilité et une fluctuation de marché qui soit plus élevée que la moyenne. Une dernière chose que je voulais te montrer aussi, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que les facteurs momentum, il y en a 6 à peu près qu'on a reconnus et qu'on a été capable de démontrer scientifiquement avec tout un tas d'études qui ont pu être effectuées, notamment sur les facteurs smart beta. Il y en a d'autres qui sont à l'étude aujourd'hui, mais pour l'instant, ils ne sont pas aussi significatifs que ceux que je t'ai présentés à l'écran. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on est capable également aussi d'associer plusieurs facteurs smart beta les uns avec les autres. Donc c'est ce que je t'ai mis à l'écran. Il est possible de combiner le facteur momentum avec d'autres facteurs comme certains facteurs smart beta spécifiques. Toutes les courbes sont meilleures finalement que le momentum seul, parce que si tu prends l'étude précédente, on voit que la courbe en verte, c'est le facteur momentum, et donc parmi les critères smart beta, le facteur momentum, c'est quand même un facteur très intéressant et qui a été historiquement très performant. Si tu vas un petit peu plus loin, on est capable d'associer plusieurs facteurs smart beta les uns avec les autres, et par exemple la courbe en jaune, c'est le facteur momentum avec une faible volatilité. Et on se rend compte que là, pour le coup, ce facteur momentum avec une faible volatilité, ça a permis d'avoir des performances nettement plus élevées que juste en choisissant le facteur momentum classique. On voit que de manière générale, de toute façon, quand on associe le facteur momentum avec un autre critère smart beta, on est capable de faire bien mieux en termes de performance que le facteur momentum tout seul. Donc c'est quelque chose aussi important à avoir en tête. Aujourd'hui, j'ai pas trouvé d'ETF qui permettait en un seul et unique ETF d'allier le facteur momentum et faible volatilité ou le facteur momentum, et le critère value par exemple. Donc ce que tu peux être amené à faire en utilisant certains sites que je t'ai présentés plusieurs fois sur cette chaîne YouTube, comme le site Just ETF, c'est de sélectionner par exemple un ETF, enfin tu choisis un indice spécifique, par exemple l'indice MSCI World, tu dis tiens je vais prendre un ETF qui va répliquer les performances du MSCI World mais en ajoutant le critère momentum, donc le MSCI World Momentum, et puis tu peux choisir un autre ETF qui va choisir le MSCI World mais en choisissant pas le critère Smart Beta Momentum, mais par exemple celui faible volatilité. Et si tu devais investir, je sais pas, 10% par exemple de ton portefeuille sur le MSCI World classique, et ben tu vas peut-être mettre 5% sur le MSCI World Momentum, 5% sur le MSCI World Low Volatility, et du coup tu vas allier les deux, et donc le fait de coupler justement ces deux-là, ça va te permettre d'avoir des performances plus élevées. Par contre, attention, tu auras en général des volatilités et un drawdown qu'on appelle aussi plus important que la moyenne. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura intéressé, qu'elle t'aura été utile. Je te mets également dans la description de la vidéo le lien vers un document dans lequel je t'ai répertorié, je t'ai présélectionné les meilleurs ETF sur PEA, sur compte titre. Je t'ai même fait une présélection des meilleurs ETF Smart Beta, donc n'hésite pas à le télécharger. Je te souhaite une excellente fin de soirée et je te retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.